Bon, ok, d'accord, l'énergie, il faut l'économiser. On éteint la lumière quand on sort de la pièce et on ferme le robinet quand on se brosse les dents. Mais attends, maintenant il y a des énergies renouvelables, non? Depuis le temps qu'on nous en parle, tu crois pas qu'elle est déjà faite la transition énergétique? Le sujet du jour, c'est le millefeuille énergétique. Oh. Alors non, on ne va pas parler de pâtisserie, mais bien des énergies utilisées par les sociétés humaines dans toutes leurs activités. Allez, c'est parti! Les humains comme toi et moi utilisent des énergies partout et tout le temps. Elles sont utiles pour faire fonctionner des machines qui fabriquent les produits et les services que nous utilisons au quotidien. Pas d'énergie, pas de production. Pas de production, pas de produits et services. Pas de produits et services, pas de voiture, pas de chauffage, pas d'eau courante et potable, pas de machine à café, pas d'ordinateur, pas grand-chose. Je sens qu'il va m'en falloir de l'énergie pour réussir à le suivre. T'inquiète pas, on va y aller par étapes. En fait, les humains ont toujours utilisé de l'énergie pour réaliser leurs activités. Mais petit à petit, l'approvisionnement énergétique a augmenté et s'est aussi complexifié. À partir de 1850, les sociétés occidentales se sont progressivement structurées autour de ce millefeuille énergétique. Leur développement s'est d'ailleurs largement intensifié au cours des 2 derniers siècles. Ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est étudier ensemble ce qui se cache derrière ce millefeuille énergétique. Pour que tu comprennes bien, on va répondre concrètement à 2 questions. 1. Quel type d'énergie consomme-t-on et depuis quand? Et 2. Combien d'énergie consomme-t-on? Allez, c'est parti. On commence par observer le type d'énergie que l'on consomme. Sur le graphique qui apparaît, on voit la consommation d'énergie par personne en moyenne mondiale entre 1800 et 2017. Rentrons un peu dans le détail. En vert, on a la biomasse, soit en gros le bois. C'est notre énergie la plus ancienne puisqu'on a domestiqué le feu il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Cette énergie nous a permis de repousser les prédateurs, de réduire les parasites dans l'alimentation grâce à la cuisson, de développer l'agriculture en brûlant les forêts pour laisser la place à des champs, et de démarrer la métallurgie à l'âge du bronze, puis à l'âge du fer. Rien que ça. Bon, d'accord, mais enfin bon, c'est fini tout ça. Même les barbecues sont devenus électriques. En réalité, la biomasse est encore largement d'actualité. On l'utilise pour le chauffage, mais aussi pour faire fonctionner certaines centrales électriques. Il s'agit d'une énergie dite renouvelable. Tiens, d'ailleurs, même les déchets ménagers sont considérés comme renouvelables. Et pas seulement les déchets végétaux. Non, l'incinération des poubelles génère de la chaleur et elle peut être utilisée pour produire du chauffage ou de l'électricité. Passons au charbon. C'est la partie en noir sur le graphique. Le charbon sert avant tout à produire de l'électricité. Il est largement utilisé en Inde, en Chine, en Pologne et dans d'autres pays. Environ 40% de l'électricité mondiale est produite à partir du charbon. Voilà, et le reste est utilisé pour les barbecues qui ne sont pas encore passés à l'électrique. Pas du tout. Le barbecue utilise du charbon de bois. Il s'agit de bois que l'humain carbonise dans des fours. C'est une sorte de bois précuit et déshydraté, bien pratique pour le barbecue. Rien à voir donc avec le charbon minéral d'origine fossile que l'on récupère dans les mines. C'est ce charbon minéral qu'on voit ici en noir et qui sert à produire de l'électricité. Et il n'est pas seulement réservé aux pays pauvres ou émergents. Depuis Fukushima, l'Allemagne et le Japon ont remplacé leurs centrales nucléaires par des centrales au charbon. On peut d'ailleurs noter que le charbon est avant tout une énergie locale puisque sa faible densité énergétique le rend moins intéressant à exporter que le pétrole par exemple. Sur le graphique, on voit aussi du rouge qui représente le pétrole. Il est utilisé à 50% pour le transport et le reste pour les plastiques, les chaudières, etc. Contrairement au charbon, le pétrole est une énergie qui est beaucoup exportée. On continue sur notre palette de couleurs et on passe au gris qui représente le gaz. Cette énergie est polyvalente puisqu'elle peut être utilisée pour produire de l'électricité, pour le chauffage, pour le transport ou encore pour la cuisson industrielle. Ensuite, nous avons le bleu foncé qui correspond à l'énergie hydraulique. Cette énergie est récupérée par le passage de l'eau dans des turbines qui sont mises en mouvement et génèrent ainsi de l'électricité. Et pour finir, nous avons le nucléaire en bleu clair et les nouvelles énergies renouvelables en rose fluo. Je dis nouvelles car la biomasse en vert est aussi une énergie renouvelable, les arbres et les plantes repoussent, mais elle n'est pas nouvelle. Les nouvelles énergies renouvelables
sont utilisés pour produire de l'électricité grâce aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques, ou bien pour produire de la chaleur grâce aux panneaux solaires thermiques. Allez, reste avec moi, on va regarder ce graphique de plus près. On y voit plusieurs choses. La première, c'est que nous consommons de plus en plus d'énergie. La consommation d'énergie par personne se rapproche en moyenne de 20 000 kWh par an dans le monde. Pour un Français, c'est 50 000 kWh par an et jusqu'à 100 000 pour les 20% les plus riches. C'est énorme, mais tiens-toi prêt, c'est encore pire pour les Américains. Chez eux, 100 000 kWh par an, c'est la moyenne. Et pour les individus les plus riches, les chiffres s'envolent encore plus haut. L'autre chose que l'on peut remarquer sur ce graphique, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un effet d'empilement. À part le bois qui diminue un peu, chaque nouvelle source d'énergie s'ajoute à celle qui était déjà utilisée. On peut clairement parler d'addition énergétique et non pas de transition énergétique. Et puis, ce qui est fou, c'est que le nucléaire, l'hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables ne représentent en fait qu'une infime fraction du mix énergétique mondial. C'est le bleu et le rose fluo. On les voit à peine sur le graphique, alors qu'on nous en parle absolument tout le temps. Quoi? C'est tout? Tout ça pour ça? C'est étonnant, je suis d'accord. Allez, on peut maintenant regarder un deuxième graphique qui montre la consommation mondiale d'énergie primaire, c'est-à-dire la somme de la consommation de nous tous sur la planète année par année. D'un côté, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, et de l'autre, nous consommons chacun de plus en plus d'énergie. Ça donne un coefficient multiplicateur énorme. Pour s'en rendre compte, on va comparer la consommation mondiale actuelle avec la consommation mondiale du début de l'ère industrielle. En 1860, nous étions 1,2 milliard d'humains et nous consommions 6 TWh par an. En 2019, nous étions 7,7 milliards d'humains et nous consommions 170 000 TWh, soit 28 fois plus d'énergie qu'en 1860. Chaque année, cela augmente encore un peu plus. Même si la pandémie due au Covid-19 a un peu calmé le jeu, la consommation mondiale d'énergie en 2021 est déjà supérieure à celle de 2019. Je ne sais pas toi, mais moi il y a quelque chose qui m'interpelle. Sur Terre, 4,5 milliards de personnes vivent avec moins de 1 500 $ par an PPA en parité de pouvoir d'achat, soit environ 120 € par mois en France. Tu es d'accord avec moi? Ces personnes ne peuvent pas dépenser grand-chose. Par conséquent, elles ne consomment presque aucune énergie. Parmi ces 4,5 milliards d'humains, 2 milliards de personnes survivent avec moins de 2 $ en parité de pouvoir d'achat par jour, soit environ 60 € par mois dans un pays comme la France. Ces populations n'ont aucune ressource financière pour consommer de l'énergie. Elles ont à leur disposition un peu de bois ou de charbon pour la cuisson des aliments, presque pas de viande ni de poisson, quelques litres d'eau puisés à la main dans des puits ou des rivières, des vêtements récupérés et une maison sans fenêtre ni porte. On dirait bien qu'on n'a pas tous le droit de goûter au millefeuille. C'est bien vrai. Pas tous au même niveau en tout cas. Ces données nous montrent bien qu'il y a des inégalités très fortes en matière d'accès à l'énergie. Et puisque l'énergie permet de faire tourner les machines qui produisent nos biens et nos services, le niveau de développement économique d'une société dépend directement de son degré d'accès à ces énergies. Énergie et PIB sont intimement liés. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Allez, je te propose un autre graphique qui démarre cette fois en 1965. Et je sais ce que tu penses, la part des énergies renouvelables apparaît encore plus petite. On voit encore une fois clairement que les nouvelles sources énergétiques ne suppriment pas les anciennes, mais s'y ajoutent bien. Si l'on regarde le bois, on voyait dans le premier graphique que sa consommation par personne a diminué au fil des années, mais que sa consommation globale reste stable puisque la population augmente. On commence à le connaître, hein. Il va bien nous montrer un dernier graphique. Bon allez, un petit dernier pour la route. Dans ce nouveau graphique, on mesure l'évolution de la consommation des ressources énergétiques principales entre 1990 et 2017. On y voit la répartition des principales ressources énergétiques utilisées à l'échelle mondiale. Chaque barre de chaque bloc, un bloc équivaut à une ressource naturelle, correspond à une année. Il y a 29 barres représentant chacune une année entre 1990 et 2018. T'as vu ça? Les énergies renouvelables sont tellement insignifiantes dans le mix énergétique mondial qu'elles ont été regroupées en un seul bloc. Pouah, j'ai presque du mal à les voir. Et oui, malheureusement.
Allez, il est temps de conclure. On l'a vu au début, la consommation d'énergie augmente chaque année et la plupart des augmentations proviennent des combustibles fossiles. Le problème dans tout ça, c'est que ces énergies fossiles libèrent du CO2 lorsqu'elles sont brûlées. Malheureusement, ce CO2 accélère le dérèglement climatique. La quantité de CO2 libérée par unité d'énergie en 2015 était la même qu'en 1995. On peut malheureusement résumer ce graphique de la manière suivante. En ce qui concerne les émissions de CO2, 2 décennies ont été perdues. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Le meilleur moyen d'amorcer le changement, c'est déjà de prendre conscience de tout ça. Et les États, les entreprises se mettent très sérieusement à plancher sur le problème. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao!